accepté la vie de clandestin ici parce que je ne voudrais pas que l'on croie que au niveau du FLN, on parle de violence, on parle d'action grave. Il y en a eu. Je vais répondre à madame. Il y en a eu. Mais voyez-vous, la violence, dans tout confrontement, il y a une violence. Mais il y a deux sortes de violence. Il y a la violence de celui qui occupe. Il y a la violence de celui qui opprime. Il y a la violence de celui qui vient vous sortir de chez vous. Et il y a la violence de celui qui se défend. Il y a la violence du fort, il y a la violence du faible. C'est ce qu'a répondu, Ben Mehdi, excusez-moi. La violence aussi qui atteint cette femme qui est totalement innocente. Absolument. Et je le regrette infiniment. Il y a aussi la violence qui atteint les harkis. Oui, je vais en parler, madame. Je vais en parler. Je vous ai écouté avec beaucoup d'émotion, et j'admire votre comportement. J'admire votre façon de parler à la personne qui a été la cause de toutes vos souffrances. C'était la seule personne à qui je pouvais raconter cette histoire. Voilà, exactement, je l'admire. Mais voyez-vous, dans une guerre, vous avez toujours de la violence. Il ne peut pas y avoir de guerre, il ne peut pas y avoir de lutte, surtout dans ce domaine-là, d'une façon pacifique. Violence aveugle. Alors, violence aveugle. Violence quand on contre est au les combat. civils. Alors, qu'est-ce qu'on entend par violence aveugle? Lorsqu'on est dans un maquis, eh bien, moi, je n'étais pas au maquis. Lorsqu'on est dans un maquis et qu'on tend une embuscade, il y a des jeunes soldats qui passent. Ce sont des bidasses. Ils n'ont rien fait. Ah ben non, alors, tu sais, on était plus qu'innocents. Et tu sais, je suis d'accord. tous les milliers de jeunes qui sont partis là-bas, nous avons vécu tout de suite, nous avons vu le bain de souffrance, le bain de haine. Nous étions innocents complètement. Et je t'assure que tous ceux qui écoutent maintenant le savent bien. Parce qu'il y a la violence de la torture que beaucoup ont vue et ils ont été obligés de fermer leur gueule et de l'accepter. Nous étions des appelés, nous n'étions pas des engagés. Voilà. Oui, je comprends. Nous avons vécu de grandes violences. On n'est pas du tout là pour régler des comptes. Non, on n'a aucune légitimité à le faire. Vous entendez le récit de Danielle Michel-Sich qui est... Absolument. Elle n'a pas elle-même la réponse à cette question morale qu'elle pose. Voilà. Est-ce que vous l'avez? Moi, la réponse à cette question morale, c'est la suivante. C'est un regret. C'est le regret que la situation politique suivie, qui a été imposée à ce pays pendant plus de 100 ans, a fait qu'à un moment donné, il a été contraint d'arriver à la violence après avoir passé des décades et des décades et des décades de demandes pacifiques politiques. Il y a eu des activités politiques. Même la violence à l'égard de gens comme moi, par exemple, mais tant d'autres qui étions totalement innocents et qui, accessoirement, comme ma famille vivait en Algérie, nous sommes ce que Benjamin Stora appelle des juifs indigènes, vivions en Algérie depuis toujours. Bien avant la colonisation française. Absolument. Et mes grands-parents ne se parlaient qu'en arabe, donc ils n'avaient pas d'autre pays. Si vous permettez, je vous dis, je compatis beaucoup à ce que vous dites. Et je le comprends. Ce que je voudrais, c'est que l'on comprenne une chose. C'est que ce peuple existait. L'Algérie existait en 1830. Bon. Une autre puissance est venue occuper ce pays. Ce peuple qui a été occupé avait le droit de solliciter, de récupérer sa liberté, ce qui est tout à fait normal. Sans problème, mais c'est l'innocent, elle parle de l'innocent. Attendez, mais laissez-moi terminer. Alors, ce peuple a essayé pendant longtemps de récupérer son indépendance, sa liberté, sa dignité, tout à fait d'accord, sa dignité par des moyens pacifiques. Lorsque le 1er novembre commence, c'est quoi? C'est une insurrection, parce que c'est l'échec, c'est ce qu'a dit Ferhat Abbas, c'est l'échec
de toute une politique de 50 ans, politique, qui fait que les Algériens ont été contraints, à ce moment-là, de faire ce qu'ils pouvaient faire, c'est-à-dire se révolter par la violence, non pas pour faire une guerre, encore une fois, mais pour poser le problème, si vous permettez. Un visionnaire, pendant 50 ans avant, et qui permette qu'un million d'Européens puissent s'agglutiner avec les Algériens et vivre un peuple. Je rêve qu'un visionnaire puisse préparer ce terrain, mais le terrain n'était pas prêt. Alors Jean-Jacques Jordi, puis on va évoquer la question des harkis. Oui, le visionnaire, très bien, sauf que c'est un modèle qui n'est pas existé. Donc, moi, en revanche, là où je ne suis pas d'accord avec Ali Haroun, c'est qu'on ne peut pas expliquer une violence par une autre violence, parce que sinon, la première violence, elle est bien la guerre de conquête. Si les Français sont allés là, on va chercher et puis on va remonter dans le temps. Et là, c'est plus possible. Je crois qu'on est au milieu des années 1950. Il fallait sortir du statu quo. Voilà, il fallait sortir du statu quo. Il n'y a pas eu d'homme providentiel, de visionnaire, il n'y a pas eu tout ça. Ça aurait pu se passer peut-être différemment. Le politique ne l'a pas voulu, mais le politique des deux côtés ne l'a pas voulu. Je crois que la guerre d'Algérie, quand on dit les Algériens, peut-être pas tous, enfin l'histoire en tout cas, nous a montré que ce n'est pas en 1954 le peuple algérien qui se lève d'un seul homme contre l'occupant. C'est un peu plus complexe que ça. Et par la suite, si je prends le cas des harkis ou si je prends le cas des Européens qui voulaient rester, il y a eu quand même une politique de terreur qui les a fait fuir. L'OAS a tout foutu en l'air. L'OAS et le FLN. Alors, les deux. Alors, je voudrais qu'on parle justement de la question des harkis. Alors, Dalila Kerchouch, je rappelle que vous êtes vous-même fille de harki, que vous y avez consacré cet ouvrage. Mon père, ce harki, votre témoignage. Je voudrais qu'on rappelle d'abord que les chiffres sont très discutés. Il n'y a aucun consensus là-dessus. Selon les sources, il y aurait entre 10 15 000 et puis 80 000 harkis, encore une fois selon les sources, qui auraient été massacrés là-bas en Algérie, les harkis qui avaient rejoint l'armée française et qui ont été laissés là-bas. C'est un scandale qui est à peu près unanimement dénoncé, je crois, même s'il y a querelle sur les chiffres. Est-ce que vous pourriez nous raconter, vous, comment vous avez vécu cette enfance avec ce père harki, Dalila Kerchouch? Ça a été une grande souffrance en tant que fille de harki de voir mon père silencieux. Chaque fois que je l'interrogeais, il se réfugiait dans le silence. Et j'ai dû faire tout un travail d'enquête pour essayer de comprendre son histoire et pour me réapproprier mon histoire. J'ai reçu en héritage la souffrance de mes parents et mes parents ont été des rescapés de ces massacres dont vous parlez et peu importe les chiffres, des dizaines de milliers de harkis et leurs familles ont été massacrés dans des conditions abominables. Est-ce que je peux poser une question simple Oui. Que les gens de ma génération sans doute se posent nombreux? Pourquoi est-ce qu'on les a abandonnés là-bas? Pourquoi est-ce qu'on ne les a pas rapatriés? Je pense que c'est parce qu'on ne les a jamais considérés comme français. Et c'est véritablement le drame de l'histoire des harkis. Or, moi dans ma famille, on est français depuis 7 générations. Mon grand-père s'est battu sur le sol français pendant la Seconde Guerre mondiale pour libérer la France. Et mon père s'est engagé en tant que harki aux côtés de la France par tradition militaire. Et pardon, je perds le fil. Peut-être j'en profite pour vous demander à vous, c'est ça, on les considérait comme pas vraiment français ou ça faisait pas partie des priorités à l'époque? Pourquoi cet abandon? Il y a toute une multiplicité de causes et puis une accélération de l'histoire. Les causes, c'est d'abord le fait qu'il y a harki et harki, c'est-à-dire qu'il y avait différentes catégories de harki. Il y avait celui qui s'engageait, que la France l'obligeait à s'engager, et l'autre qui avait 300 francs, il y avait ceux qui étaient des supplétifs très rapidement. Pour ceux qui touchaient une solde. La violence du FLN et qui a rejeté cette politique de la terreur, qui a été victime aussi. Il y a toute une série de causes, il y a toute une série de harkis. Il y a ceux qui étaient dans l'armée régulière de l'armée française, ceux qui étaient à côté de l'armée française, ceux qui étaient des supplétifs dans les villages, ceux à qui on distribuait simplement une arme. Il y a ceux qui étaient dans des commandos, comme par exemple les commandos Georges. Bref, il y a toute une série de catégories de harkis, mais dans l'accélération générale de l'histoire, il y a eu cette espèce de peur-panique au niveau du pouvoir politique de l'époque. Je reviens à cette fameuse période entre mars 1962 et juillet 62, où dans cette espèce de peur-panique qui existait à l'époque, tout d'un coup, il y a eu cette volonté de se dégager de l'Algérie de manière très rapide. Et donc,
Les harkis, bien sûr, ont été abandonnés, ça c'est absolument tragique et terrible. Oui. Les pieds noirs, bien sûr, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de réflexion sur la protection possible des populations européennes. Ce qui s'est passé à Oran, par exemple, le 5 juillet 1962, bien sûr. Et donc, il y avait cette espèce de hantise, de peur que certains commandos de harkis puissent rejoindre éventuellement des gens de l'Ouest. Mais on ne se posait pas la question des pieds noirs qui pouvaient rejoindre. Je pense que Dalila serait d'accord avec moi. Mais on se les posait sur la question des harkis. Et donc, toutes ces conditions, toutes ces causes accumulées, etc., fait que dans le fond, ces harkis qui n'étaient que des paysans, qui n'avaient pas de représentants pour les défendre à l'époque, notamment dans l'intelligentsia, notamment dans toute une série de couches, entre guillemets, cultivées de la société française, ont été abandonnés. Moi, j'ai du mal aujourd'hui, en tant que Française, j'ai 38 ans, à comprendre l'ingratitude de la France vis-à-vis de ces hommes. Alors l'ingratitude à l'époque ou l'ingratitude encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui, qui perdure. Moi j'ai 38 ans, je suis née dans un camp derrière des barbelés dans le sud de la France. Pourquoi? Parce que mes parents, quand ils sont arrivés en France, étaient jugés comme indésirables et comme inassimilables. Les harkis ont payé le fait d'être finalement des Arabes, des musulmans, parce qu'à l'époque on avait une lecture ethnique là aussi on a besoin d'un peu d'explication. Il y avait d'un côté les Européens, de l'autre côté les harkis indigènes. Mais à l'époque, très rapidement, a commencé à se développer en France une immigration en provenance d'Algérie, du Maroc, de Tunisie. Alors pourquoi les uns étaient considérés comme des citoyens qui allaient parfaitement s'assimiler et pourquoi les autres étaient parqués dans des camps? Dalila dit bien la chose. Elle est rentrée dans son pays. Elle est rentrée en Algérie. Or, les harkis en Algérie, s'ils rentraient, étaient condamnés à une mort certaine. Donc on savait que ces familles resteraient pour toujours sur le sol français. Voilà pourquoi on les a cachés, parqués dans des camps, relégués, marginalisés. L'État français a véritablement programmé la mort sociale des harkis. Ça a été un des plus grands scandales de la Ve République. Imaginez 40 000 harkis, 40 000 Français parqués dans des camps internés jusque dans les années 87. Apatrides des deux côtés de la Méditerranée. Apatrides. Alors aujourd'hui, leurs enfants refusés par l'Algérie et mal internés. Cela signifie que l'État français ne protège pas ses citoyens, parce que les harkis étaient français, mes parents étaient français, parqués dans des camps. Moi, je suis française. Cela veut dire que l'État français ne protège pas ses citoyens et que cela peut se reproduire à nouveau. Moi, c'est pour ça que je me bats et que je veux dénoncer ce scandale. Comment se réglerait ce scandale aujourd'hui, d'après vous? Il faut une reconnaissance officielle de la part du président de la République, de la responsabilité de l'État français dans l'abandon des harkis et dans l'internement, dans le fait qu'ils aient été parqués dans des camps. C'est une question symbolique ou c'est une question financière? C'est une question totalement morale. Parler d'argent, c'est indécent. Excusez-moi, monsieur le Président. Vous savez que ce débat existe aussi, c'est pour ça que je vous pose la question. Non, mais voilà, mais j'ai une soif de justice. Et comme la majorité des harkis et des enfants de harkis, nous voulons que la vérité soit faite sur notre histoire. Savoir, moi je qu'on reconnaisse la faute morale de l'État français à ce moment-là. Et que les responsabilités soient clairement établies. Pourquoi ne pas créer une commission justice et vérité sur la question, sur ce scandale, pour établir clairement qui a décidé de parquer les harkis dans les camps, qui a décidé de les abandonner, imaginez que l'armée française a abandonné ses propres soldats. Quelle armée au monde ferait ça? Quel code militaire, quel code d'honneur? Je ne vois pas. J'ai dans ma mémoire les deux harkis qui étaient... Il y en a un qui m'a sauvé la vie un jour. Les deux harkis qui étaient avec moi. La bonté, le courage qu'ils avaient et en même temps la peur. J'ai vu rapidement chez eux la peur parce qu'ils ont été obligés de travailler avec nous quasiment. Et puis ils sentaient que l'Algérie foutait le camp. Alors la peur.